Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat. Vous allez revivre ce matin le débat au Sénat sur le projet de loi d'urgence face au coronavirus, un texte qui prévoit notamment des mesures d'urgence économique pour soutenir les entreprises qui sont durement frappées par cette crise du coronavirus. Je vous laisse écouter le débat des sénateurs. Alors, après l'article 6, je suis saisi de l'amendement numéro 45. Monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux à partager la même conviction. L'urgence sanitaire ne doit pas servir de prétexte à des licenciements de salariés. C'est de la responsabilité de l'État d'assurer les entreprises de son soutien et de les soutenir dans cette période terrible. Le chômage partiel des salariés devra être pris en charge par l'État, mais il est nécessaire de protéger temporairement tous les salariés au même titre que les entreprises pendant la crise sanitaire. Si le confinement vient à durer, comme il semble que ce soit le cas, les demandeurs d'emploi n'auront aucun moyen de trouver un nouveau travail et les entreprises ne pourront plus recruter. Notre économie risque bien d'être paralysée. Nous ne pouvons laisser ni les entreprises ni les Français en général au bord de la route. Des émeutes ont déjà eu lieu dans certains magasins à cause du manque de civisme. N'ajoutons pas de l'insécurité économique à l'insécurité sanitaire et physique. Et je profite de cette intervention, Monsieur le Président, pour défendre aussi l'amendement que j'ai déposé à l'article 7. Dans le même esprit, je demande à ce que soit inscrit dans le marbre la prolongation des droits pour les personnes au chômage. Il est impossible de retrouver un emploi en cette période. Il est urgent de protéger les personnes frappées par ce mal économique. Merci. Merci. En général, d'un article à l'autre, on ne présente pas les amendements à la suite, mais ça sera fait, Monsieur Ravier. Monsieur le Président de la Commission des lois, l'avis du Gouvernement. Oui, cet amendement présente un inconvénient. Il est tellement général que si un salarié commet une faute professionnelle, on ne pourra pas le licencier. Alors, je trouve que c'est bien de se préoccuper de la situation des salariés qui pourraient être menacés par la baisse d'activité liée à la crise du Covid-19. C'est bien. Et d'ailleurs, un nombre important de dispositions nous sont proposées dans ce texte et ont été annoncées. Mais on ne peut pas tout de même prendre des mesures d'interdiction générale qui seraient profondément injustes pour un certain nombre d'employeurs, dont certains sont d'ailleurs en grande difficulté eux aussi, notamment dans des entreprises de très petite taille. Pensons à nos artisans, pensons à nos entrepreneurs individuels qui peuvent avoir 1 ou 2 salariés qui auraient commis des fautes professionnelles et qui n'auraient pas le droit de licencier. Avis défavorable. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, l'avis est défavorable. Pourquoi ? Parce que la question, et je comprends l'intention, c'est d'éviter des vagues de licenciements collectifs pendant l'urgence sanitaire. Ça, nous le traitons par un dispositif de chômage partiel, activité partielle étant le vrai nom juridique, extrêmement renforcé et dont on aura l'occasion de reparler plus tard. C'est le bon instrument. Mais comme l'a dit le rapporteur, l'interdiction générale des licenciements individuels ou collectifs, et quelle que soit la cause, serait plutôt contre-productif. Donc 2 avis défavorables. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 7A, l'amendement numéro 97 du Président Bas pour la Commission des lois. Amendement de conséquence. Madame la Ministre. Favorable. Des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7A. Des explications de vote? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 7B. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, je suis saisi d'une motion numéro 92 présentée par la Commission des lois tendant à opposer, en application de l'article 44 bis alinéa 10 de notre règlement, l'exception d'irrecevabilité sur les amendements numéros 23, 43, 54 et 58. La parole est à la Commission des lois pour 2 minutes et demie pour présenter la motion. C'est une originalité de la procédure législative. Quand le gouvernement demande à être habilité à légiférer par ordonnance, nous nous dessaisissons d'une partie de nos prérogatives constitutionnelles temporairement. Et nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de nous dessaisir par des amendements qui conféreraient au gouvernement le pouvoir de prendre des mesures législatives par ordonnance. C'est une irrecevabilité d'une nature particulière.
Et du coup, ceux de nos collègues qui ont déposé des amendements visant à vous donner, madame, plus de pouvoir législatif, je suis obligé de leur opposer une irrecevabilité. C'est la raison pour laquelle je présente cette motion qui nous permet d'ailleurs de traiter en un bloc tous les amendements qui conféreraient au gouvernement de nouvelles habilitations ponctuelles à légiférer par ordonnance. Alors, y a-t-il un orateur d'opinion contraire? Monsieur Gay me demande la parole. 2 minutes et demie, chers collègues. Oh, il ne m'en faudra pas tant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On est un peu surpris parce que nous avions notamment 2 amendements sur la restriction pour le licenciement au motif de la crise sanitaire, Monsieur le Président Bas. Et le deuxième, c'était qu'au moins il y ait validation des licenciements par l'inspection du travail. Alors, on ne comprend pas trop comment, à l'article 6 additionnel, on a laissé un amendement identique ne pas être irrecevable, et que là, dans l'article 7, nous sommes frappés, surtout que, quand même, je le redis, mais ça va être une grave crise économique. L'OIT vient de sortir un rapport aujourd'hui où on prévoit qu'au niveau mondial, c'est 25 millions d'emplois qui pourraient être touchés. C'est 3 millions de plus qu'après la crise de 2008. Donc il y a une question, et demain on va venir sur 300 milliards d'euros de garantie pour les entreprises, et nous pensons que l'entreprise, c'est des directions, des actionnaires, des machines-outils, mais aussi les salariés. Et que les salariés là-dedans ne peuvent pas être les grands perdants s'il y a la crise sanitaire. Donc la question de la protection du droit des salariés, on va y revenir, mais de ne pas être licencié pendant cette période économique au motif qu'il y a la crise sanitaire, surtout que je le redis, 300 milliards d'euros de mobilisés garantis, nous paraissait au minimum que nous puissions avoir le débat, je pense, dans cet hémicycle. Donc je le dis, Monsieur le Président Bas, très surpris, surtout qu'il y a quelques instants, nous venons d'entendre un argument similaire. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Oui, on suit la commission. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui. Non, mon cher collègue, je serais désolé que vous pensiez qu'il y ait eu 2 poids 2 mesures. Et je veux vous préciser que l'amendement précédent ne portait pas sur une habilitation législative. Il ne disait pas, Madame la Ministre, je voudrais qu'on prenne une ordonnance pour interdire les licenciements. Il prenait une disposition législative qui disait les licenciements sont interdits. Tandis que vos amendements disent que le gouvernement doit prendre des ordonnances. C'est juste pour ça. Je suis désolé. Alors, non, il n'y a pas d'explication de vote, Monsieur Laurent, je suis désolé. Je vais donc mettre aux voix la motion. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, les amendements sont déclarés irrecevables. À l'article 7, une demande de parole de Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous rentrons sur l'article 7, qui est un gros morceau, puisque 8 pages. Nous sommes d'accord avec un certain nombre de dispositions qui sont prises, notamment d'aide directe ou indirecte aux entreprises, d'aide à la trésorerie. Mais nous pensons qu'il y a un débat, notamment sur les questions du congé payé, du travail dominical et du temps de travail. Et j'en reviens à une question que nous avons posée depuis le début, nous n'avons pas eu la réponse. C'est quoi la durée de l'habilitation, notamment sur cette question-là? Parce que ce n'est pas la même chose si on nous dit c'est le temps de la crise sanitaire, si c'est ensuite 3 ou 6 mois, ou jusqu'à la fin de l'année, ou comme j'ai pu l'entendre ce matin à la Commission des affaires économiques, ça va prendre du temps, peut-être beaucoup de temps, un collègue a dit ça, et donc si c'est par exemple 3 années ou n'importe quelle entreprise, puisque quand même l'habilitation c'est toutes les entreprises nécessaires à la reconstruction de la nation, plus celles qui rentrent dans le champ économique et social, donc c'est quand même 99%
des entreprises. Si c'est pendant 3 ans où elles peuvent déroger au congé payé, au travail dominical et au temps de travail, ça nous pose question. La deuxième chose, Madame la Ministre, nous sommes alertés, beaucoup de monde est au travail, évidemment les hospitaliers, les services publics, sûreté, sécurité, mais aussi des salariés du privé. Et nous pensons que s'ils peuvent être au travail, les CHSCT ou ce qu'il en reste, ou les CSE, doivent pouvoir se réunir, notamment sur les questions d'hygiène et de sécurité et les conditions sanitaires pour lesquelles ils doivent exercer leur travail dans les meilleures conditions. Et nous sommes alertés que dans beaucoup d'entreprises, il y a un refus des directions de réunir les CHSCT ou les CSE. Donc nous demandons là de prendre par exemple un décret. Et la dernière chose, c'est que le ministre de l'économie a ouvert un débat sur la question des nationalisations partielles ou totales. Je vois monsieur le président Retailleau qui a abondé aussi dans ce sens. Nous sommes assez à l'aise avec ce débat-là, de mise en commun plutôt que de concurrence. Donc nous posons la question, nous sommes disponibles pour y travailler, notamment sur les questions de transport, d'énergie, de médicaments et des banques et assurances qu'il faut qu'ils soient solidaires dans cette crise. Je finis. Nous pensons que pour toutes les dispositions qui sont prises, j'en ai un mot, Monsieur le Président, nous pensons qu'il faut un comité de suivi, mais même plus qu'un comité de suivi, un comité de pilotage de toutes ces dérogations qui vont être prises dès aujourd'hui et après la crise. Merci. Je vous remercie. Merci. Madame Gatel a demandé la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, contrairement aux salariés du secteur privé, les agents publics atteints par le Covid-19 ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu'à partir du 2e jour d'arrêt maladie seulement. Le jour de carence pour les fonctionnaires continuerait donc ainsi à s'appliquer. Il nous semble qu'il y a là une inéquité de traitement par rapport au secteur privé. Il semblerait, Madame la Ministre, que le secrétaire d'État Olivier Dussopt se serait engagé sur une circulaire visant à demander aux employeurs publics de faire preuve de souplesse. Si l'intention est bonne, l'acte est un peu léger puisqu'une circulaire n'a pas force de loi. Donc, quelles dispositions comptez-vous prendre pour ne pas pénaliser les agents publics qui sont aujourd'hui aussi très souvent mobilisés au front comme beaucoup de serviteurs de l'État? Je vous remercie. Merci. Je suis saisi de l'amendement numéro 65 présenté par le gouvernement. Madame la Ministre. C'est à vous. Sur l'amendement 65. Monsieur le Président, sur l'amendement 65, il s'agit d'étendre aux collectivités territoriales d'outre-mer le champ de l'habilitation donnée au gouvernement dans les domaines économiques, financiers et sociaux, puisque les mesures prévues par l'article 7 qui seront prises par ordonnance demandent des adaptations, tout le monde le comprend, pour les articuler avec les compétences des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'amendement permettra d'étendre et d'adapter ces habilitations. Monsieur le Président, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Je mets fin à ce suspense. L'avis est favorable. Très bien. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 66 rectifié du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, le 66 modifié précise que les mesures du numéro 1 concernent également les associations. Lorsqu'on dit les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique, il peut y avoir une certaine ambiguïté. Toutes ces mesures concernent le secteur privé, lucratif et non lucratif. Et donc, nous précisons que cela concerne aussi les associations. Monsieur le Président Bas. Favorable. Favorable. Pas d'explication. Qui vote pour? Si? Non? Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Non. Alors, excusez-moi. Madame Prima. Elle vote pour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 67, Madame la Ministre. Oui, cet amendement précise que le Fonds de solidarité pour les entreprises, qui est un concours de l'État et des régions, pourrait être mis en œuvre également dans les collectivités d'outre-mer autonomes, en clair la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président Bas, l'avis de la Commission.
Oui, après avoir opposé des irrecevabilités, je ne peux pas moi-même prendre l'initiative et je vous demanderai, si vous voulez la prendre, si je vous convainc de le faire. Je voudrais vous suggérer que votre amendement 67 soit étendu à toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire, parce qu'on ne peut pas le faire compte tenu qu'on ne peut pas élargir votre habilitation, mais je crois que vous aurez besoin d'avoir cette latitude. Alors, nous aurions donc un sous-amendement de la commission des lois, le numéro 105 du gouvernement. Très bien. Madame la ministre. Oui, je suis favorable. Je pense que c'est une bonne initiative. Les régions se sont tout de suite engagées pour concourir à ce fonds de solidarité, mais il y aura certainement d'autres collectivités prêtes à le faire. Donc, c'est une rectification, puisque c'est l'amendement du gouvernement et pas un sous-amendement. Des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 54 a donc été déclaré irrecevable. Le 68 du gouvernement, Madame la ministre. Cet amendement vise à préciser que le régime social des indemnités d'activité partielle fasse l'objet d'une adaptation temporaire et l'intention derrière, c'est de favoriser l'activité partielle aussi pour les salariés à temps partiel, ce qui est très difficile aujourd'hui. Monsieur le Président de la Commission des lois. Favorable. Favorable. Des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Contre? Qui s'abstient? Adopté. L'amendement 58 a été déclaré irrecevable. Viennent ensuite 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 62, Monsieur Devinaz, je ne le vois pas présent, il tombe. Le 56 du groupe communiste, qui le défend? Monsieur Laurent. Oui, il s'agit avec cet amendement de supprimer, nous proposons la suppression de l'alinéa 7, celui qui concerne la possibilité, l'autorisation donnée aux employeurs d'imposer unilatéralement des jours de congé aux salariés. Nous pensons que cette disposition remet en cause de manière grave et disproportionnée les droits des salariés sur un sujet extrêmement sensible et qui va le devenir encore plus à l'issue, pendant et à l'issue de la période de confinement, puisqu'on voit déjà des entreprises qui imposent ou qui tentent d'imposer à leurs salariés de poser leurs jours de congé pendant la période de confinement. Donc les salariés, non seulement seraient confinés comme tous les autres, devraient poser leurs jours et à la sortie de la période de confinement, se verraient privés de la possibilité de prendre leur congé, notamment cet été. Donc nous sommes inquiets de cette disposition, qui est une attaque contre les droits des salariés, d'autant plus grave qu'elle est prise, qu'elle repose sur une décision unilatérale de la décision des employeurs. Je rappelle en plus que la Cour de justice de l'Union européenne, sur la base des dispositions de l'Organisation internationale du travail, a fait du droit au congé un principe du droit social de l'Union européenne. Donc pour toutes ces raisons, nous considérons que cet alinéa n'a rien à faire dans ce texte sur la crise sanitaire. L'amendement numéro 29, qui le présente pour le groupe socialiste, Monsieur Caner. Président Caner. Monsieur Montaugé, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Nous pensons que la disposition de l'article 7 qui concerne les congés payés et les jours de réduction du temps de travail déroge de manière exagérée au droit du travail, d'une part, en allant jusqu'à modifier les conditions d'acquisition des congés payés et sans proportionnalité, d'autre part, quant aux employeurs concernés, puisque celle-ci n'est pas limitée aux entreprises impactées par la crise due à l'épidémie en cours. Et nous pensons qu'il faut limiter ces dispositions aux entreprises réellement en difficulté, donc en leur permettant de mettre une partie de leurs salariés en chômage partiel, et que cette situation ne doit pas donner l'occasion d'ouvrir à une réduction disproportionnée et généralisée des droits des travailleurs au congé. Donc cette disposition doit pouvoir se limiter à une durée
correspondant à la crise sanitaire et aux entreprises réellement en difficulté. Donc, l'objectif de cet amendement est de limiter et d'encadrer mieux les mesures prévues en faveur des salariés. L'amendement numéro 57, Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais lire l'alinéa 8. Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation. Je vois ce que c'est. Ou à la continuité de la vie économique et sociale. Je le redis, si on prend au pied de la lettre cet article, c'est plus de 95% des entreprises aujourd'hui. On est d'accord ou pas, Madame la Ministre? On va leur permettre de déroger aux règles du Code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical. Donc nous reposons la question, surtout que, je rappelle quand même, les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation, c'est celles qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avaient un statut. Ce sont les gaziers et les électriciens, c'est les cheminots et les traminots, ce sont aussi les forces de sûreté, de sécurité, etc. Celles et ceux qui parfois ont été montrés du doigt. C'est eux. Et eux déjà travaillent beaucoup plus et travaillent déjà le dimanche et les jours fériés et les week-ends pour assurer la continuité du service public. Donc si ce n'est pas elles et eux, il faut nous dire quelles sont les entreprises et une liste précise, quelles sont les entreprises qui vont être concernées par ces dérogations. Et la deuxième chose, je le redis, c'est la question de la durée. Est-ce que ça se limite au moment de ce que nous appelons la crise sanitaire, et nous pouvons entendre un certain nombre de choses si c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est à la sortie de la crise sanitaire? Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est jusqu'au moment de l'été? Est-ce que c'est jusqu'en décembre? Ou est-ce que ça se prolonge? Parce que là, on a besoin d'avoir une réponse, Madame la Ministre. Je vous remercie. Amendement numéro 30, qui va le défendre? Je vous en prie, chers collègues. Dans le même esprit que l'explication de notre collègue Fabien Gay, si on ne supprime pas l'alinéa 8, nous proposons de rajouter les mots après vie économique et sociale, insérer les mots dont la liste est définie par décret, avec la même explication, parce que bien évidemment, on doit préciser quels sont ces secteurs qui doivent être privilégiés. Merci. Et enfin, l'amendement 103 du gouvernement, Madame la Ministre. Je peux considérer qu'il est défendu? Très bien, Madame la Ministre. Monsieur le Président, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il y a dans le texte que nous examinons des dispositions qui permettront au gouvernement de prendre des ordonnances pour faciliter le maintien dans l'emploi, en fait, en modulant les conditions de mise en congé payé ou les conditions de l'horaire de travail, du repos hebdomadaire et du repos dominical. Je m'explique. Pour le premier cas, il s'agit de permettre à des salariés, même de leur imposer, de prendre des congés payés, ce qui vaut tout de même mieux que le chômage partiel, parce que même s'il est amélioré, il est moins favorable du point de vue de la rémunération que les congés payés, et d'autre part, de faire en sorte que, s'agissant de la durée du travail, du repos hebdomadaire et du repos dominical, on puisse avoir quelques souplesses qui permettent de maintenir l'activité et donc la rémunération des salariés. Voilà des dispositions qui ne peuvent être justifiées que par les difficultés nées de la crise économique causée par l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés. Alors, sur l'ensemble de ces amendements, à l'exception de l'amendement du gouvernement, dont je vais parler dans un instant, nous allons exprimer un avis défavorable, parce que nous pensons
que c'est favorable aux salariés que de pouvoir aménager les conditions d'exercice de leur activité et de leur congé de telle manière qu'on n'aura pas à les mettre en chômage technique. Je crois que les dispositions que vous prendrez seront strictement limitées. Et d'ailleurs, la commission des affaires sociales, avec son président Alain Milon, a pris des garanties supplémentaires que vous voyez dans le texte. Par exemple, le fait pour un employeur de mettre en congé payé un salarié par obligation ne pourra pas aller au-delà de 6 jours, ce qui, tout de même, permet d'apaiser la crainte de certains salariés qui voudraient conserver, après la crise, certains congés payés parce qu'ils en ont besoin pour leur vie familiale et pour reconstituer leurs forces. Donc, voici un avis défavorable pour les 4 premiers amendements. Quant à l'amendement du gouvernement, Madame la ministre, je ne vous ferai pas de reproches parce que nous travaillons tous dans des conditions très contraintes de délai, mais je vous demande du coup de faire preuve d'indulgence à l'égard de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, qui n'ont pas eu le temps de prendre connaissance de votre amendement, pourtant, à mon avis, très intéressant, avant le débat en séance dans notre hémicycle. Mais à titre personnel, je vais émettre un avis favorable à votre amendement, puisqu'il permettra aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la continuité de la vie économique et à la sécurité de la nation, pour lesquels les règles d'ordre public en matière de durée du travail sont régies par d'autres codes que le Code du travail, par exemple le Code de l'agriculture ou le Code des transports, de bénéficier, eux aussi, des simplifications et des dérogations que vous avez voulu mettre en place pour faciliter l'activité. Eh bien, en agriculture comme dans les transports, on a besoin aussi de souplesse pour faire face à la crise. Très bien. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, en ce qui concerne tout d'abord les congés, je voudrais nous replonger dans le contexte de la crise, non seulement sanitaire, mais par voie de conséquence économique que nous vivons. Il est clair que tout le monde est mobilisé autour de cette unité nationale et il y a besoin de faire des efforts dans tout le secteur économique pour être, j'allais dire, la base arrière du front sanitaire pour lequel se battent nos soignants tous les jours. C'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé aux entreprises de faire tous leurs efforts et de faire un effort de civisme pour investir massivement dans la protection des salariés tout en continuant l'activité au plus possible, là où c'est possible, pour éviter une rupture brutale de la vie économique. Et dans cet esprit de mobilisation, il nous a semblé pertinent aussi de dire que prendre, je reviens sur le thème d'une semaine, peut-être prendre une semaine de congé avant d'aller au chômage partiel, ça ne touche pas à l'ensemble des congés. Eh bien, dans une période de crise, ça faisait partie des choses qui étaient possibles. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'en discuter par le dialogue social. Le Code du travail actuel prévoit déjà qu'avec un délai de prévenance de 4 semaines, une entreprise peut imposer les dates des congés payés. Donc on ne crée pas l'imposition des dates de congés payés. Simplement, un délai de 4 semaines dans une période de crise, ça n'a pas de sens. Et donc on veut juste autoriser qu'il puisse y avoir, dans certains cas, lorsque c'est nécessaire, cette prise de congé. Les congés ne sont pas annulés, on ne renonce pas aux congés, simplement on les prend à la date fixée par l'entreprise. Et notre intention, c'est d'aller à environ une semaine. La deuxième chose, sur la durée du travail. Alors là, il s'agit d'un projet de loi d'habilitation qui renvoie à un décret pour définir non pas les secteurs précisément, mais les critères pour les secteurs, ce qui donnera plus de souplesse parce que, comme vous le voyez, c'est très vrai sur le plan sanitaire, c'est vrai aussi sur le plan économique. Nous allons faire face, jour après jour, semaine après semaine, à des nouvelles situations. Et l'idée, c'est évidemment de le faire dans des cas plutôt rares. De toute façon, déroger à la durée du travail en l'augmentant, dans beaucoup de secteurs, malheureusement, ça n'est pas la question. Et les secteurs où c'est la question, c'est parce qu'ils sont indispensables à cet effort général. Je pense par exemple, ça peut être le cas dans l'agroalimentaire, ça peut être le cas dans la logistique, ça peut être le cas dans la production de matériels médicaux. C'est à ce type de secteurs qui vont avoir besoin de cette durée dérogatoire, provisoire, et évidemment, elles sont liées
à la crise sanitaire. Donc ça ne peut être que le durée de la crise sanitaire ou juste le rebond après, très vite, s'il faut repartir par exemple sur l'alimentaire. Et c'est évidemment contenu et entièrement lié à la crise sanitaire. Alors, en ce qui concerne l'amendement du gouvernement, que le rapporteur a excellemment présenté, et je suis... voilà, on travaille tous un peu en temps réel. C'est tout simplement l'extension de ces possibilités de dérogation aux secteurs qui sont régis par d'autres codes que le code du travail, et notamment le code de l'agriculture et le code des transports. Voilà le sens de cet amendement. Très bien. Et l'avis du gouvernement sur les 4 précédents, s'il vous plaît? L'amendement, avis défavorable sur les 4. Très bien. Alors, j'ai des demandes d'explication de vote. Monsieur Gabouty, d'abord. Merci, Monsieur le Président. Simplement, je voudrais rappeler, compte tenu de la période à laquelle nous sommes, que sauf accord d'entreprise ou de branche différents, la période de référence pour l'acquisition des droits au congé payé se fait du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Donc, à la date d'aujourd'hui, la plupart des congés payés des salariés ont été pris ou sont épuisés ou restent en solde, et dans un certain nombre d'entreprises, il y a prolongation pour les prendre sur l'exercice suivant. Mais je ne pense pas, et ça limite un petit peu la portée de l'amendement du gouvernement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une entreprise ait le droit, même avec ce dispositif, d'obliger un salarié à prendre des congés payés par anticipation, alors que ces droits à congés ne seront déclenchés qu'au 1er juin. Donc, ce qui limite un petit peu la portée de l'ensemble et peut-être de nature à vous rassurer. Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, vous parliez d'union nationale et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir le sentiment d'être dans le même bateau pour lutter contre cette épidémie. Mais cela dit, et on le voit aujourd'hui dans de nombreux endroits, dans de nombreux secteurs, il y a au contraire, et il faut lutter contre cela, un fort sentiment d'injustice. Entre, d'un côté, ceux qui sont obligés d'aller travailler dans des conditions parfois difficiles, ne se sentant pas suffisamment protégés. Entre ceux qui sont contraints au confinement dans des conditions de logement difficiles, exigus, par rapport à d'autres qui peuvent télétravailler ou qui ont des logements plus vastes. Bref, cette histoire de congés payés, cette histoire aussi de pouvoir piocher dans le compte épargne-temps, cette histoire de temps de travail suscite des inquiétudes et à mon sens, elles sont légitimes au regard des droits acquis des salariés et c'est la raison pour laquelle nous sommes en soutien de ces amendements qui permettent d'en préciser la portée et qui aussi, par là même, s'interrogent sur la nécessité de le faire par ordonnance parce que ce sont des sujets sensibles. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment, et vous le savez, où bon nombre de salariés font état d'inquiétudes graves quant à leurs conditions de travail, de télétravail, de confinement, etc., et qu'il y a un sentiment d'injustice sociale par rapport aux conditions générales dans notre vie, aux situations qui sont faites aux uns ou aux autres. Donc moi, j'attire l'attention du gouvernement là-dessus, parce que je pense qu'au regard de cela, nous devons être très attentifs. Par ailleurs, Madame la Ministre, vous disiez en cas de rebond, le temps de travail. Je pense que le temps de travail, et notamment sa limitation en durée maximale, est là aussi pour veiller à la santé des salariés. Donc attention à l'image que nous renvoyons, à l'image que votre politique et votre demande d'habilitation par ordonnance renvoient en termes de protection des salariés au regard de cette crise. Madame de La Gontrie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ces amendements abordent un sujet qui est extrêmement lourd, parce qu'effectivement, Madame la Ministre, vous avez l'intention, enfin vous souhaitez effectivement permettre à, disons-le, la totalité des entreprises de ce pays de déroger aux règles. Et notre collègue Gay l'a bien dit tout à l'heure, je ne sais pas, Madame la Ministre, je vous vois faire une dénégation de la tête. Je ne sais pas quelles sont les entreprises que vous ne pouvez pas faire entrer dans la catégorie vie économique et sociale du pays. Et donc, effectivement, on voit bien qu'on marie dans cet article à la fois des entreprises dont on identifie le périmètre nécessaire à la sécurité de la nation, et puis les autres, mais toutes les autres.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre amendement renforce encore les inquiétudes que peuvent soulever votre rédaction. Parce que vous dites que c'est pour élargir le champ. Élargir le champ, vous pouviez dans ce cas-là citer les codes en question. Non, c'est pour parler d'ordre public. Et les règles d'ordre public en droit social, c'est le noyau dur de ce qui préserve l'intérêt du salarié. Et donc, vous souhaitez, de fait, avoir la possibilité que soient reniées et rognées des règles qui sont le cœur de la protection du salarié dans une circonstance difficile, et alors même que ça s'appliquera à 100% des entreprises françaises. M. Savary a la parole. Oui, merci. Madame la ministre, il est temps d'adapter effectivement les règles et les conditions de travail, parce que après les jours de sidération, les entreprises ne savent plus comment il faut faire et les employés non plus. Il y a une inquiétude de la part des employeurs, puisque les règles ne sont pas définies, on ne sait pas les entreprises qui doivent travailler ou qui ne doivent pas travailler, et d'autre part, au niveau des employés, il y en a qui sont pleins de bonne volonté, veulent bien venir travailler, mais est-ce qu'ils ne prennent pas de risques pour leur famille, etc. Donc dans votre habilitation, dans vos ordonnances, il faudra un petit peu plus préciser les entreprises qui doivent pas, par rapport à celles qui ne doivent pas. Est-ce qu'il faut travailler sauf telle condition, ou est-ce qu'il ne faut pas travailler sauf telle condition? Il faut définir une stratégie précise maintenant, parce que sinon c'est la confusion la plus totale. Là, vous avez pris des dispositions d'urgence. Vous avez dit aux gens, restez chez vous, confinés. Et au niveau des entreprises, vous avez dit, on s'occupera de tout, on paiera la somme, quel que soit le prix que cela coûte. Et donc les entreprises, elles se disent, parfois, il vaut peut-être mieux rester au chômage ou aux activités partielles que d'aller prendre des risques pour mes employés ou ne pas faire le chiffre d'affaires qui remettrait en cause mon entreprise. Donc ces mesures-là, c'était des mesures d'urgence. Maintenant, il faut véritablement cadrer les choses. Un exemple dans les mesures d'urgence, vous avez décidé, mais à juste titre, ce n'est pas une critique, que l'employé fragile pouvait, par le biais d'Amélie, cocher pour dire « je ne me rendrai pas au travail parce que j'ai une pathologie que j'estime fragile ». Ça va bien en mesure d'urgence. Mais derrière, il faut peut-être un certain contrôle, une effectivité par rapport à ça. Parce que vous avez deux cas. Celui qui a un petit diabète, etc., qui se dit « moi, je ne vais pas travailler, je coche, terminé ». Et puis vous avez celui qui a une pathologie grave, mais lui, il a envie de travailler, puis il y va quand même, alors que lui devrait rester chez lui. Donc derrière, il faut que dans les 48 heures, dans les 24 heures, il y ait ou le médecin traitant, ou le médecin du travail, qui valide ou pas ce dispositif. Voyez-vous, ce sont des remontées pratiques, mais essentielles, parce que là, il y a la confusion la plus complète, et on va vers derrière des conflits sociaux, alors que c'est le moment de rassembler les gens et de ne pas les diviser. La parole est à notre collègue Laurent. Bon, écoutez, là, il va falloir peut-être un peu monter le ton, parce qu'on essaye de nous endormir en nous disant « mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on veut de mal à personne, etc. » Mais concrètement, les articles dont on parle ouvrent toutes les possibilités de déroger à des aspects importants du Code du travail. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, qui avait bien relevé cette question, je cite le Conseil d'État à propos de l'alinéa 7, en ce qui concerne plus spécifiquement la possibilité de dérogation aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical, ainsi que les conditions d'acquisition des congés payés et d'utilisation du compte épargne-temps du salarié, le Conseil d'État rappelle qu'il ressort de la jurisprudence constitutionnelle que le législateur ne saurait porter au contrat légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Il appartiendra au gouvernement, lors de la préparation de l'ordonnance à intervenir, de veiller à ce qu'une atteinte excessive ne soit pas portée au contrat en cours. Le problème, c'est que pas d'atteinte excessive. Vous nous dites quoi? Vous nous dites non, mais on va vous rassurer. Mais dans le texte, rien ne nous rassure. Alors moi, je vais poser une question concrète pour terminer. Sur les congés payés,
Il y a des salariés en ce moment qui sont confinés, qui sont obligés de garder leurs enfants, les caissières de supermarchés, etc. On va leur dire au mois de juillet, il faut continuer à travailler parce que l'intérêt de l'entreprise, c'est que vous preniez vos congés payés à un autre moment. Donc il faut dire clairement aujourd'hui, est-ce qu'à des salariés qui subissent cette situation comme tout le monde, on va dire dans 2 mois ou dans 3 mois, vous ne pouvez pas prendre vos congés cet été? C'est ça la question concrète que des millions de gens vont se poser. Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience aujourd'hui, mais notre devoir, c'est de poser cette question aujourd'hui. La parole est à Monsieur Tissot. Mais juste une demande un complément d'information, Madame la Ministre. Si j'ai bien compris, les 6 jours que vous proposez de congés payés, vous allez imposer quasiment aux salariés à prendre des congés payés maintenant en période de confinement. Donc ça veut dire que on impose aux salariés d'être en vacances chez eux avec l'interdiction de sortir. Est-ce que c'est vrai, c'est ça? Oui, voilà. La parole est à la présidente Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'alinéa 7 donc, de cet article 7 va en fait permettre à des employeurs de contraindre leurs salariés à à poser leurs jours de congés payés, de RTT et d'utiliser donc leur compte épargne-temps. Alors bien évidemment, nous le savons, des employeurs vont faire pression auprès de salariés pour que ces derniers privilégient cette solution qui est moins chère et moins contraignante que le recours à l'activité partielle. Résultat, des salariés n'auront plus de congés à la reprise de leur activité, notamment cet été. Madame la ministre, je pense que là, nous sommes face à un problème de rupture d'égalité entre salariés, selon que l'entreprise aura ou non déposé un dossier de recours à l'activité partielle, et aussi selon que le recours au télétravail ou à l'arrêt maladie pour garde d'enfants est possible ou non. Ce qui veut dire congé pour les uns, pas congé pour les autres. Donc, outre ce qu'ont dit mes camarades, je pense que voilà autant de raisons pour lesquelles il faut voter pour ces amendements de suppression de cet alinéa 7. Sophie Primas. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous dire, cher collègue Pierre Laurent, que je crois que vous nous dites qu'il est temps de prendre conscience, il est temps de prendre conscience qu'on est devant une crise économique majeure, catastrophique pour notre pays, catastrophique, et que dans cette crise catastrophique majeure pour notre pays, il faut protéger les salariés. Alors, il y a des dispositifs qui ont été mis en place de chômage partiel ou d'activité partielle, comme dit Madame la Ministre, qui sont là pour protéger les salariés et qui sont là pour protéger la pérennité des entreprises. Mais il y a aussi des outils qui doivent être mis à la disposition des entreprises pour leur permettre, pendant cette période-là, mais aussi après cette période-là. Parce que quand il va falloir redémarrer les entreprises, il va falloir mettre un coup de rein. Il va falloir y aller. Il va falloir peut-être travailler un peu plus que les 35 heures. Il va falloir peut-être travailler le dimanche. Et il va peut-être falloir, et Madame la Présidente Assassi, il va peut-être aussi falloir travailler en juillet et en août. Peut-être. Et effectivement, c'est confortable pour personne. Mais on est en face d'une crise économique majeure. Donc moi, la seule question que j'ai à poser à Madame la Ministre... Une personne à la fois, merci. Sinon, la seule question que j'ai à poser à Madame la Ministre, c'est qu'effectivement, nous souhaiterions avoir des précisions sur quel est le temps qu'elle imagine nécessaire sur ces dérogations qui sont des dérogations très importantes. Et je comprends les inquiétudes des salariés. Faudra-t-il arrêter ces dispositions juste à la fin de la crise sanitaire, 6 mois après, 1 an après? Voilà, qu'est-ce qui est prévu en termes de dérogation? Parce qu'on reviendra un jour ou un autre dans le droit commun du droit du travail, évidemment. Mais je crois, mes chers collègues, qu'il faut avoir conscience qu'il faut protéger les salariés, parce que quand on est en congé payé, on gagne mieux sa vie que quand on est en chômage partiel ou en activité partielle. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Voilà, on a besoin de ces outils-là, me semble-t-il. Gatel, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je souscris pleinement à ce que dit la présidente Prima, parce qu'il s'agit aussi derrière de sauver des emplois. Moi, j'aurais profité du débat que nous avons, Madame la Ministre, pour vous interroger sur la situation des métiers du bâtiment, où là, il y a une position, je vais dire, pas confuse de l'État. Tout à la fois, je comprends votre volonté de ne pas arrêter toute l'économie et d'essayer de maintenir des chantiers. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises du bâtiment sont dans l'incapacité de travailler. Il n'y a plus de restaurants qui accueillent les ouvriers. Ils doivent aujourd'hui fournir des autorisations, enfin pas des autorisations, mais des attestations de déplacement. Ils se retrouvent parfois dans des conditions de promiscuité qui fait que l'employeur ne peut pas respecter les barrières de précaution que vous donnez. Il se trouve qu'en Ille-et-Vilaine, la préfète a clairement dit aux entreprises du bâtiment, alors vous évitez le travail à temps partiel parce que l'État n'assurera pas. Or, aujourd'hui, on a des employés de ces entreprises qui se retournent contre leur employeur et il y a vraiment une responsabilité de l'employeur qui est engagée. Donc moi, j'aimerais que vous soyez plus précise, plus claire là-dessus, que vous mesuriez les difficultés dans lesquelles on plonge parfois des petites entreprises qui sont des entreprises artisanales extrêmement précieuses pour le tissu économique. Monsieur Mouillet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais, dans la continuité de l'intervention de Madame Gatel, faire le point concernant les entreprises du bâtiment. Nous sommes tous sollicités avec, au-delà des problématiques de temps partiel, la grande question de la responsabilité juridique. Lorsque vous êtes chez l'entreprise, lorsque vous êtes amené à faire en sorte que vos salariés interviennent sur les chantiers, alors qu'en ce moment, on voit bien que nous sommes dans la capacité d'avoir notamment des masques, les moyens de sécurité pour l'ensemble des salariés, comment faire ? Lorsqu'on est chez l'entreprise, est-ce qu'on demande à ses salariés de venir? Est-ce qu'on ne prend pas un risque? Quel est le risque juridique? Est-ce qu'un salarié malade ne peut pas se retourner vis-à-vis d'un client, vis-à-vis du chef d'entreprise? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un flou complet et il y a parfois même des incohérences. Certains métiers doivent s'exercer à deux. Incapacité de respecter le mètre de distance. Comment est-ce que l'on fait si on n'est pas protégé? Donc tant qu'on n'aura pas une clarification des métiers, des possibilités, des types de chantiers, qu'on n'aura pas la capacité d'apporter la sécurité aux salariés, on aura les plus grands discours possibles, nous serons incapables de faire en sorte de mettre les gens au boulot parce que, clairement, ils sont inquiets de leur devenir, notamment de leur santé en priorité avant même l'emploi. Ça, c'est le premier volet. Et puis, pour revenir sur le débat concernant le temps de travail, c'est vrai qu'on entend toutes les remarques, mais lorsque j'imagine éventuellement le fait que nous soyons confinés pendant peut-être jusqu'au mois de mai, voire le mois de juin, imaginez tout ce temps d'arrêt en matière de travail, plus derrière les congés payés, je pense que définitivement notre économie aura des grandes difficultés pour se relancer. Monsieur Fabien Gay a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, évitons peut-être un débat manichéen. Nous défendons également les entreprises et aussi les salariés et le droit des salariés. Je rappelle quand même que si demain il n'y a pas de salariés, la boîte elle tourne pas. Parce que c'est les salariés qui produisent la richesse dans ce pays. Mais oui, et ça vous embête bien, parce que, y compris pendant les grèves, vous étiez haro sur les grévistes. Disait, regardez, quand les cheminots ne travaillent pas, la SNCF a perdu 500 millions d'euros. Ben oui, quand les cheminots ne conduisent pas les trains, il n'y a pas de productivité. Et donc, évidemment qu'il faudra que les salariés soient mobilisés pour faire redémarrer leur entreprise. Et ça sera d'abord eux-mêmes leur intérêt de faire redémarrer la production, mais pas à n'importe quel prix. Je reprends un autre exemple, parce que, à la suite de Pierre Laurent, qui a posé sur les congés payés, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit durée du travail sur l'alinéa 8, repos hebdomadaire et repos dominical? Ça veut dire qu'à la sortie de la crise sanitaire, les salariés ne seront plus à 35 heures ou à 39 heures dans certaines entreprises. Ils pourront monter jusqu'à 48 heures, c'est-à-dire s'aligner au niveau européen et travailler les dimanches et jours fériés. Et j'ai déjà entendu à la Commission des affaires économiques ou tout à l'heure dans l'hémicycle dire mais peut-être que dès maintenant, il faut prévoir qu'il n'y aura plus de jours fériés au mois de mai. Donc nous reposons la question très précise. Ça correspond à quelle entreprise? Parce qu'aujourd'hui, l'alinéa 8, c'est la totalité des entreprises en France et pas que les secteurs stratégiques. La deuxième question, Madame la Ministre, c'est quelle durée? Quelle durée pour ces habilitations? Est-ce que c'est
à la sortie de la crise sanitaire ou quelque temps après? Nous voulons savoir, ça veut dire quoi, quelque temps après? Est-ce que ça sera, on enjambe les vacances, les grandes vacances? Est-ce que c'est septembre, ou est-ce que c'est décembre, ou est-ce que c'est après? Si c'est très loin, je vous le dis, ça ne sera pas avec nous, et pas avec notre consentement. Et dernière chose, pour répondre sur le chômage partiel, aujourd'hui, puisque demain on va mettre 300 milliards d'euros sur la table, aujourd'hui le chômage partiel c'est 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Si on veut défendre les salariés et les emplois, on pourrait passer à 100% du salaire net. Par exemple, c'est une proposition. Les 300 milliards d'euros mis sur la table pourraient bénéficier à cela. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cette disposition est particulièrement gênante parce que nous sommes dans un moment où nous appelons à faire du télétravail. Mais le télétravail, il est déjà profondément inégalitaire parce que déjà il faut le faire dans des bonnes conditions, les conditions des cadres supérieurs qui sont bien logés. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Qui va être visé par cette disposition? Ce sont ceux qui ne peuvent pas le faire. Ce sont ceux qui vont être confinés dans des situations difficiles, dans des entreprises qui effectivement vont être en difficulté. Le président de la République a dit l'État paiera, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est des entreprises. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? C'est des entreprises du tourisme, c'est les restaurants, c'est les bars, c'est les hôtels en particulier, des salariés qui gagnent pas beaucoup et qui vont payer à la place de l'État parce que la situation économique est particulièrement compliquée. Dans cette situation, ce sont ce type de salariés qui sont visés par ces dispositions. C'est profondément injuste. Déjà que la situation accroît les inégalités entre ceux qui peuvent continuer à travailler dans des bonnes conditions chez eux et ceux qui ne peuvent pas. Et c'est ceux qui ne peuvent pas, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui, parce qu'ils travaillent dans des entreprises qui sont en difficulté, vont payer à la place de l'État. C'est profondément gênant. Vous avez la parole. Tout seul, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on est tous et toutes conscients ici qu'il va y avoir une déflagration économique terrible qu'on n'imagine pas. Et le fait d'être dans cet hémicycle et d'essayer de l'anticiper, d'avoir des garde-fous, c'est extrêmement important. Et personnellement, comme l'ensemble de mon groupe, je suis effectivement pour qu'on travaille et qu'on aide les entreprises qui vont connaître des difficultés extrêmement importantes, mais pas au détriment des salariés. Et les salariés ont acquis, avec des luttes, ils ont acquis des droits, et notamment le droit au travail. Et je suis désolée, mes chers collègues, mais depuis quelque temps quand même, ce droit au travail est mis à mal. Ça a commencé avec le précédent gouvernement et Mme El Khomri qui a détricoté complètement les garanties et le droit au travail. Et ça continue, parce qu'il y a la même logique qui est poursuivie aujourd'hui. Donc, quand j'entends des collègues dire « bah oui, pourquoi pas travailler le dimanche, puis pourquoi pas ne pas avoir de vacances en juillet et août, etc. » Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de salariés ne travaillent pas, mais ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Mais bien sûr que ce n'est pas un choix, sauf que pour les entreprises, on mobilise un certain nombre de moyens. Donc il faut que les salariés aient des droits qui leur soient garantis, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Et que ces droits qui soient garantis soient effectivement écrits dans la loi. Et ça n'est pas... Madame Prima, je ne vous ai pas interrompu. Merci de ne pas le faire, même si vous êtes en désaccord. Donc les droits sont des droits qui doivent être acquis, qui doivent être garantis, et ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est terminé le temps où les travailleurs étaient corvéables à merci, même si dans un certain système économique, il y en a qui en rêvent. Eh bien nous, on se bat contre ce genre de conception. Et d'ailleurs, on voit le système aujourd'hui économique, dans quel état il est au niveau mondial. Donc ça devrait vous faire réfléchir, mes chers collègues. Donc tout ça pour dire que nous sommes ici aussi pour garantir des droits aux salariés. J'aimerais, Madame la Ministre, effectivement, que vous puissiez répondre aux questions qui vous ont été posées. Et effectivement, autant où ces droits, finalement, et ces contraintes vont être imposés aux entreprises,
et quelles sont les garanties pour les salariés de pouvoir retrouver effectivement une vie normale, mais sans être obligés de travailler le dimanche et dans des temps qui sont révolus, parce qu'on est quand même en 2020 et 40 heures, c'est déjà trop. Monsieur Montaugé a la parole maintenant. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais revenir sur les propos de mes collègues qui ont évoqué les difficultés, par exemple, de la filière du bâtiment et des travaux publics, pour confirmer à mon tour que la situation n'est absolument pas tenable telle qu'elle est aujourd'hui, dans un pseudo-dialogue entre le gouvernement et les représentants de cette filière qui fait apparaître une incompréhension totale. Voilà. Moi, j'ai des remontées en tant que sénateur de ma fédération départementale qui font état d'une situation de blocage et d'incompréhension que j'ai quelques difficultés à comprendre. Donc, je souhaiterais, Madame la Ministre, que sur ce sujet qui concerne beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et plus grosses et énormément de salariés, les choses puissent se clarifier. À cet égard, je suis pas loin de penser qu'il faudra absolument que vous preniez des mesures précises et pas globales comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des mesures qui sont en gros données par catégorie d'entreprises, par filière. Je pense que dans les filières, il y a une grande disparité d'exercice des métiers, de situations et de situations à risque de nature très diverses qui justifieraient que vos services ministériels prennent des dispositions adaptées dans le dialogue avec les représentants de ces filières et de ces entreprises. Je crois que ça serait de nature à nous faire progresser dans le bon sens. Sur la question de la protection des salariés, dans le secteur social, médico-social, énormément de salariés sont au contact de personnes à risque. Je pense en particulier aux personnes âgées qui sont accompagnées ou aux personnes parfois malades qui sont servies dans le cadre de services, par exemple, de soins infirmiers à domicile. Je voudrais là aussi savoir si vous avez mené des études de risque, et je ne comprends pas comment aucune disposition n'a à ce jour été prise pour protéger les salariés de ces filières de l'économie sociale, solidaire et médico-sociale. Je pense qu'il y a un gros risque qui pèse sur l'ensemble de ces salariés. Il se compte par centaines de milliers dans notre pays, et je trouve que cette question-là n'a pas été suffisamment prise en compte, appréhendée par vos services et par le gouvernement. Dernier orateur inscrit, M. Ouzoulia. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. On a beaucoup parlé ce soir des caissières de supermarchés. Et j'ai compris que dans nos applaudissements à 20 h tout à l'heure, nous les remercions aussi pour ce qu'elles faisaient. Je fais vos courses, mes courses, comme vous, je les ai entendues. J'ai entendu leur angoisse, et certaines d'entre elles m'ont dit, les larmes aux yeux, qu'aujourd'hui elles se sentaient dans la situation des liquidateurs de Tchernobyl. Elles sont soumises à l'épidémie avec des protections extrêmement faibles toute la journée, et elles le font parce qu'elles ont le sentiment qu'aujourd'hui, si elles ne le font plus, nous mourrons de faim, chers collègues. Elles nous apportent notre repas quotidien. Donc, quand la crise sera finie, je crois que ce qu'il leur faut, ce n'est pas seulement des applaudissements, c'est la reconnaissance de la nation. Et ça passe par des augmentations de salaire, parce qu'elles auront mérité cela, et aussi par des vacances, parce que vous ne pourrez pas leur empêcher de prendre des vacances après tout ce qu'elles ont subi pour nous permettre de continuer à manger. Donc ayez pour elles l'attention qu'elles méritent, et souvenez-vous qu'il ne suffira pas d'applaudissements à 20 h. Le président Assouline a demandé la parole. Il l'a. Oui, je crois que, indépendamment de telle ou telle situation qui est évoquée, il faut que nous comprenions ensemble que l'unité nationale, ça ne se décrète pas pour les gens.
Les gens, ils doivent adhérer à un élan commun où chacun se sent dans le même combat, parce que respecté à égalité et parce que dans un intérêt général commun, où il n'y a pas d'inégalité entre eux. Quand on est face à ce défi, cette guerre qui ne se mène pas avec des armes, elle se mène avec des stratégies de mobilisation de l'ensemble des citoyens. Si on commence ici à dire que certains vont devoir, après ce moment douloureux souvent, et pour ceux qui travaillent comme les caissières, et pour ceux qui sont en confinement, et on a raison de dire tous les jours, pour sensibiliser la population, que le confinement, ce ne sont pas des vacances. Ce n'est pas des balades ici ou là. C'est comme ça que l'on fait tous les jours, pédagogiquement. Et donc, c'est une astreinte assez dure. Il va y avoir, plus les jours vont passer, des crises, des choses à gérer même sur le plan psychologique. Si on leur dit bah, « c'était vos vacances », derrière, alors que tous attendent et trouvent la force de tenir maintenant, parce qu'ensuite il y aura quelque chose qui pourra se libérer. Si on leur dit non, ensuite c'est double peine. Mais comment vous voulez l'unité nationale? Comment vous voulez que les gens qui sont les plus en difficulté dans notre pays en général, vous savez que c'est à eux qu'on va demander si on remet en cause un certain nombre de droits. Vous savez qu'ils seront dans une situation plus fragile vis-à-vis d'un patron qui voudra leur dire il faut y aller maintenant encore plus, on va rogner sur les vacances. On doit au contraire leur donner des forces pour pouvoir y croire et se mobiliser dans l'unité nationale. Donc je pense que c'est ça que vous devez entendre globalement par rapport aux restrictions au droit, au code du travail tel qu'il existe aujourd'hui pour des populations qui donnent beaucoup et que nous avons besoin de mobiliser dans cette guerre contre ce virus. Alors, je vais... Plus d'intervenants? Si, bien je vous en prie, mon cher collègue, allez-y. Oui, pour conclure peut-être. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en France. Il y a des pays, enfin dans un pays normal, tout travail mérite salaire, mais en contrepartie, quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. C'est comme ça dans la plupart des pays du monde en fait. En Chine, quand vous êtes confiné chez vous, le Parti communiste chinois ne vous paye pas. Et vous avez même entendu ce matin que les Chinois qui rentrent en Chine, ils doivent payer leur hôtel quand ils sont confinés. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on se rappelle qu'on vit dans un pays extrêmement protecteur. Donc normalement, en droit français, si vous êtes confiné chez vous, que vous ne pouvez pas travailler, vous devriez ne pas être rémunéré puisque le salaire est la contrepartie du travail et qu'on est bien d'accord, je pense, pour dire que ça n'est pas l'employeur qui prive le salarié de travail. Je vous rappelle la position du droit français. Ce n'est pas l'employeur qui prive le salarié de travail. C'est un état général. Donc on a effectivement une disposition qui est extrêmement protectrice, qui est le chômage partiel. Moi, je crois que vous sous-estimez, pour certains d'entre vous, l'élan de générosité des Français et la parfaite conscience que nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle. Et je pense sincèrement que beaucoup de Français, beaucoup de salariés voient que les indépendants souffrent, voient que les artisans qui ne sont pas salariés souffrent, voient que beaucoup de catégories qui n'ont pas les mêmes droits, qui ne sont pas assujetties au droit du travail, souffrent. Et il ne paraît pas exagéré que des employeurs puissent mettre en congé payé 6 jours. Je rappelle qu'on a quand même 5 semaines de congé payé, donc les salariés ne seront pas privés de congé payé cet été. Le risque qui existe, et qui est plus élevé à mon sens, c'est que les entreprises disparaissent et qu'ils ne se retrouvent pas en congé payé, mais en chômage définitif. Donc on parle de ça, il faut savoir raison garder. Donc je pense que les mesures qui sont proposées apparaissent raisonnables compte tenu du danger qui pèse sur la pérennité des emplois. Bon, cette fois-ci, je n'ai plus de demande de prise de parole, donc je vais pouvoir mettre aux voix les amendements en commençant par le numéro 56. Ah, Madame la Ministre, je vous en prie.
quand même répondre sur quelques points. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord sur que notre rôle, c'est d'éviter les défaillances d'entreprise, c'est de protéger l'emploi, c'est de permettre le plus possible la continuité de la vie économique tout en protégeant les salariés. Je pense que sur ces 4 expressions, nous sommes tous d'accord. Donc après, c'est le réglage des modalités pour le permettre le plus possible. Je voudrais rappeler que dimanche, ça nous paraît déjà loin, mais dimanche, il y a des secteurs qui ont été interdits. Les bars, les restaurants, les discothèques, etc. parce que le degré de regroupement que ça amène était trop propice à la propagation du coronavirus. Tous ces secteurs, qui correspondent à 2 millions de salariés, sont de fait depuis dimanche dernier en chômage partiel. On a tous les autres secteurs qui, s'ils ne sont pas interdits, sont autorisés, mais pas n'importe quelles conditions, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'organisation du travail, les conditions de travail, la protection des salariés pour prendre en compte les 5 barrières qui doivent pouvoir être exercées dans ces entreprises. Alors il y a des secteurs où c'est plus dur que d'autres de le faire, des entreprises où c'est plus difficile, mais il n'y a pas d'interdiction a priori. L'ouverture qu'on a faite sur le chômage partiel, en permettant 84% du salaire net, 100% au niveau du SMIC, et avec remboursement total des entreprises jusqu'à 4,5 fois le SMIC, a comme effet une vraie réassurance sur l'emploi. Et moi, je peux vous le dire avec une certaine fierté, nous n'avons pas de vague de licenciements collectifs depuis 15 jours. Nous pourrions déjà être dans des vagues monstrueuses de licenciements collectifs. Ce soir, il y avait 26 000 entreprises qui avaient déjà demandé le bénéfice du chômage partiel. La plupart sont des petites entreprises. Pour 560 000 salariés et 1,7 milliard d'euros. On est là aujourd'hui, ça va encore grimper. Je voulais juste dire qu'on fait collectivement, tous ensemble, un effort énorme de solidarité pour sauver l'emploi et sauver les entreprises, tout en évitant la propagation le maximum. Et donc, dans ce contexte-là, le fait qu'il y ait des efforts de tous, je pense que c'est quelque chose auquel on doit appeler chacun, et honnêtement, tous ceux que je rencontre, salariés, entreprises, tout le monde le comprend. Alors, dans ce contexte-là, d'abord, on discute de tout ça beaucoup, je voulais vous le dire. J'ai tous les jours une réunion téléphonique, évidemment, avec les patronats et syndicats. Toutes les organisations participent. Mais aussi, nous travaillons avec mes collègues du gouvernement, beaucoup avec les fédérations professionnelles et leurs organisations syndicales. On fait un travail quotidien avec Bruno Le Maire sur la grande distribution alimentaire. Encore tout à l'heure, j'ai un travail avec l'agriculture, le ministère de l'Agriculture. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour dire que tout ça s'évalue non pas simplement dans les textes, mais aussi de façon opérationnelle. Alors sur les sujets qui nous intéressent là tout de suite, dans ce contexte, sur les congés. Sur les congés payés, il ne s'agit pas de supprimer les congés payés. Il s'agit d'utiliser une disposition qui existe dans le Code du travail, où l'employeur a déjà le droit de fixer la date des congés payés. Vous voyez bien, il y a des fermetures d'entreprises au mois d'août, c'est l'employeur qui le décide. Même si le salarié veut partir en vacances en juillet, il n'a pas le choix. Ça existe déjà dans le Code du travail. On dit juste que dans le Code du travail aujourd'hui, il faut 4 semaines de prévenance. Et que là, on est dans l'urgence. Et donc, on veut autoriser, dans certains secteurs, dans des entreprises en difficulté, qui de toute façon vont aller au chômage partiel derrière, eh bien, qu'ils puissent, 1 semaine, 6 jours ouvrés, anticiper et prendre une décision rapidement s'il le faut. Ce n'est que ça, si je veux dire. On ne va pas supprimer les congés payés de tous les Français, il n'en est pas question. Mais je pense que ça fait partie des choses raisonnables à faire. Sur la durée du travail, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la plupart des entreprises, je serais ravie s'ils avaient un problème de durée du travail. C'est l'inverse. Ils ont un problème de capacité à œuvrer. Et les quelques secteurs qu'on a besoin, il faut les aider. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà cité, la grande distribution, l'alimentaire, la production de médicaments. On parle aujourd'hui du maraîchage. On parle de ramasser les asperges, les fraises. Je pense que les Français veulent des produits frais. Ils ne veulent pas manger que des pâtes, même s'ils en ont beaucoup stocké. Sauf que là, d'habitude, qui faisait le ramassage de collecte? C'est principalement les travailleurs détachés. Là, il nous manque 200 000 personnes à trouver pour les semaines qui viennent, sinon on perd toute la production de printemps. Eh bien, pour ça, nous sommes en train de faire des mesures exceptionnelles avec Pôle emploi, avec la FNSEA pour trouver des solutions. Mais il faut aussi
évidemment en payant en heures supplémentaires, que les personnes volontaires puissent travailler plus longtemps et qu'on puisse déroger pendant quelques semaines à la durée du travail en respectant évidemment les directives européennes. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une dérégulation de tout le code du travail. C'est provisoirement, pendant quelques semaines ou quelques mois, la durée, personne ne la connaît, qu'on puisse déroger là où c'est nécessaire. Ensuite, sur le BTP. Alors le bâtiment, travaux publics, c'est beaucoup l'emploi. Ce n'est pas un secteur pour lequel c'est facile. Il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui ont déjà pris des dispositions, qui ont travaillé sur la manière dont organiser le travail en préservant la sécurité des travailleurs. Il y a un débat qui a agité un peu les médias aujourd'hui sur savoir si tout le bâtiment devrait s'arrêter en France. C'est ça le sujet, tout le bâtiment. Évidemment que toute l'activité habituelle du bâtiment n'arrivera pas à tenir dans la situation actuelle complètement. Mais de là à dire qu'on ferme tous les chantiers du bâtiment en France, c'est une autre décision. Et c'est là-dessus que nous avons un débat. Ce débat a avancé dans la journée. Je peux vous dire que demain matin, avec mes collègues du gouvernement concernés, nous avons une réunion téléphonique avec les 3 fédérations du bâtiment, avec les organisations syndicales dans la journée. On va trouver des solutions. La solution, c'est quoi? C'est faire ce qu'on a fait cette semaine dans la grande distribution alimentaire. C'est définir des protocoles de comment on fait les gestes barrières partout pour que la protection des salariés soit assurée. La grande distribution, elle est en train de déployer ça. Il y aura des plexiglas. Le caissier ne sera pas en contact direct avec le client. Il y aura des gants, des gels. On peut faire des choses. Dans le bâtiment, il y a des choses qui ne seront peut-être pas possibles, mais il y en a d'autres qui seront possibles. Et on va travailler ensemble là, dans les heures qui viennent pour avoir un code de bonne conduite, des pratiques qui adaptent les règles habituelles de sécurité au contexte du coronavirus. C'est ce travail pragmatique qui va nous permettre d'avancer et aussi de répondre à quelle est la responsabilité de l'employeur. Je rappelle qu'en droit, dans le Code du travail, c'est une responsabilité de moyens. C'est-à-dire que si une entreprise, aujourd'hui, respecte les 5 gestes barrières, organise le travail de façon à ce que ça soit possible, en dédoublant les équipes, en faisant des horaires décalés, en travaillant différemment sur les transports, enfin, il y a beaucoup de solutions. À ce moment-là, elle a rempli ses obligations. L'entreprise ne peut pas être tenue responsable de si quelqu'un attrape le coronavirus. Par contre, elle est responsable de mettre en place les conditions pour la protection des salariés telles que définies par le ministère de la Santé. Ensuite et enfin, je crois que j'ai à peu près fini sur mes sujets. Sur le chômage partiel, oui, je voulais dire que vous craignez que les entreprises recourent massivement aux congés payés, à l'utilisation des congés payés plutôt que le chômage partiel. Le chômage partiel étant maintenant entièrement remboursé aux entreprises, je pense que ce risque n'est pas dans ce sens-là et qu'il faut quand même avoir un peu de souplesse dans cette période-là. Tout le monde est sur le pont, les entreprises, les salariés. Moi, je confirme ce que vous dites, il y a des héros du quotidien, chez les postiers, chez les caissières, dans l'énergie, dans les déchets. Il va falloir aussi ramasser les poubelles dans notre pays. Voilà, tous ces métiers-là sont très importants. Ils sont la base arrière importante et on leur doit la solidarité. Mais on doit aussi aménager les choses pour qu'il y ait un emploi demain et pour que l'activité continue le mieux possible, comme on pourra, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ça n'est pas fini. On va adapter tout ça, évidemment, à fur et à mesure. Merci. Alors, je vais mettre aux voix les amendements, en commençant par le 56, avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Le 29, même vote. Même vote. Il n'est pas adopté. Le 57, même vote. Même vote. Il n'est pas adopté. Idem pour le 30, même vote. Même vote. Et enfin, le 103 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous en venons à l'examen de l'amendement numéro 69 du gouvernement. Madame la ministre. Monsieur le Président, l'objet de cet amendement, c'est d'adapter les règles relatives à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour, en fonction de l'évolution de la situation, pouvoir prolonger les personnes qui sont en fin de droit, qu'ils aient des droits dans une situation où ils ne pourraient pas retrouver de l'emploi. Monsieur le Président de la Commission des lois, l'avis sur cet amendement? L'avis est favorable. Favorable. Des demandes d'explication de vote? Madame Rossignol. Ah, ça commence mal. Mais
Une interrogation, c'est-à-dire que je fais comme beaucoup des collègues, j'essaye d'adapter le tableau, l'heure qu'il est et le nombre d'amendements qui restent à examiner. Et plus on avance, plus il y a d'amendements à examiner. Est-ce qu'on pourra avoir un peu de visibilité? Parce que c'est forcément des amendements du gouvernement. On était à 101 tout à l'heure et depuis on a examiné 5 amendements, donc on devrait être à 96. Et maintenant on est à 105. Est-ce que le gouvernement pourrait nous dire combien il a l'intention de déposer d'amendements au cours de la discussion cette nuit? Alors, depuis le début, le gouvernement a déposé 10 amendements supplémentaires. Voilà ce qui explique effectivement que le compteur ne régresse pas autant que vous pouviez le penser. Madame la ministre, c'est terminé? C'est terminé. Donc il nous en reste bien 53 à examiner. Il est 1h moins 25. Jusqu'à ce que nous ayons terminé l'examen de ce texte, c'est clair. Voilà. Alors, sur le 69, est-ce qu'il y a des explications de vote, hormis le rappel au règlement de Madame Rossignol? Non. Qui vote pour? Avis favorable de la commission. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 75 du gouvernement, Madame la ministre. Monsieur le Président, l'objet de cet amendement, c'est d'étendre les dispositions relatives à l'assouplissement des obligations des entreprises à l'égard de leurs clients et fournisseurs, je vise le secteur du tourisme, aux prestations qui relèvent des séjours de mineurs à caractère éducatif, en clair les colonies de vacances. Il faut les traiter comme les autres secteurs du tourisme. Monsieur le Président Bas. Favorable. Favorable. Des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 37, Monsieur Devinez, pas soutenu. Le 23, irrecevable. Le 70 du gouvernement, Madame la ministre. Cet amendement a pour objet d'autoriser le gouvernement à déroger par voie d'ordonnance aux règles de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics qui imposent des modalités de contrôle de la dépense qui peuvent être inadaptées dans le contexte de crise actuelle. En clair, il faut fluidifier la chaîne de la dépense publique, il faut aller plus vite, il faut accélérer, il y aura plus de contrôle a posteriori, mais il ne faut pas demander 52 pièces avant de dire oui. Monsieur le Président de la Commission. Favorable. Favorable. Explication de vote? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 78, Madame la ministre. Oui, le but, c'est d'habiliter le gouvernement à permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, de faire des avances de trésorerie au régime complémentaire de sécurité sociale. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, vous avez vu que le gouvernement permet aux employeurs qui sont affectés de suspendre provisoirement le paiement de leurs certaines échéances sociales et fiscales. Ça a un très fort impact sur le financement des régimes de base de la sécurité sociale, mais aussi sur les régimes complémentaires qui vont percevoir beaucoup moins de cotisations sociales dans les semaines qui viennent. C'est pourquoi cet amendement permet à l'ACOSS de faire, en bonne intelligence avec l'Agence France Trésor, des avances et de gérer ainsi au mieux la situation des régimes complémentaires. Président Favorable. Favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 71, Madame la ministre. Il s'agit, Monsieur le Président, d'adapter les procédures de dépôt et de traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives. Il y a énormément d'entreprises qui ont des obligations administratives de déclaration, mais comme elles ne seront pas à jour de leurs obligations sociales et fiscales, qui ne pourraient pas le prouver alors que c'est requis. Donc il faut les libérer de ces obligations le temps que tout soit régularisé. Monsieur le Président Bas, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Favorable. Madame la Présidente Prima, vous avez la parole. J'en profite pour poser une question qui n'a que peu de rapport, je m'en excuse, mais on nous parle de report de charges. Est-ce que le report de la TVA est prévu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Le report de la TVA n'est pas prévu. S'il y a TVA, d'abord, il y a un chiffre d'affaires. C'est déjà une première raison. Puis alors là, je pense que les conséquences... Enfin, je ne vais pas parler longuement sur ce sujet, mais en fait, la réponse est non. Plus rapide. Je peux mettre au... Monsieur Houillet. Oui, Madame la Ministre, juste une remarque. Là, on aborde particulièrement le débat concernant les entreprises. Mais c'est vrai que ces règles s'appliquent dans beaucoup de démarches, notamment pour les particuliers, qui ont parfois l'obligation de respecter des délais en matière
en matière d'obligations. Je pense notamment à tous ceux qui sont amenés à justifier de présence sur le territoire national. Enfin, il y a un certain nombre de règles comme ça de personnes qui sont concernées par des délais et qui, dans cette période, sont dans la capacité de pouvoir répondre correctement. Voilà, donc je voulais juste le préciser parce que je pense qu'on va lister un certain nombre de domaines, mais il y aura certainement besoin de compléter les différentes interventions au regard des cas particuliers. Alors, sur cet amendement 71, je peux mettre aux voix, Madame la Ministre? Oui? Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 46, M. Ravier ayant enjambé 3 articles et une motion d'irrecevabilité l'avait déjà présenté. Si ma mémoire est bonne, l'avis de la Commission, Monsieur le Président. L'avis est défavorable parce qu'il y a déjà dans le texte un moratoire général sur les délais. Et donc, il n'y a pas besoin de créer un moratoire particulier comme le propose notre collègue. Donc, avis défavorable car c'est déjà satisfait. Madame la Ministre. Même avis. Même avis que la Commission, donc défavorable. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 101 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, il s'agit à l'alinéa 22 de supprimer les mots « autre que pénal ». Longue explication, si vous la voulez, je vous la donne. Bon. Monsieur le Président, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. L'avis de la Commission sur cet amendement, c'est que nous sommes d'accord. J'ai raté le coche. Favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le 77 du gouvernement, Madame la Ministre. Cet amendement précise que l'habilitation prévue dans l'article 7 concerne le fait qu'elle concerne à la fois les délais au cours de l'instruction et ceux en matière d'audiencement. C'est évidemment tous les ajustements en matière judiciaire qu'il faut faire des procédures pour ne pas avoir des délais qui ne sont plus respectés. Favorable. Très bien, Monsieur le Président. Monsieur Lecomte a demandé la parole. Monsieur le Président, j'avais demandé la parole sur un des amendements précédents, mais depuis quelques amendements, nous avons quitté la partie de directement soutien à l'économie, aux entreprises et à la vie économique et sociale du pays pour arriver dans des mesures d'organisation administrative dans un temps où effectivement un certain nombre de choses ne peuvent pas fonctionner comme d'habitude. Et c'est en particulier le cas de cet amendement. Il est vraiment indispensable de prendre conscience qu'on a passé ce cap-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était des mesures de soutien à la vie économique et sociale, et là maintenant, dans des mesures administratives qui peuvent se comprendre dans un contexte exceptionnel, mais qui ne doivent pas perdurer après. Voilà, je le dis maintenant, parce que Madame la Ministre, vous êtes la Ministre du Travail et de l'Emploi, ça devrait être peut-être la Ministre de la Justice qui pourrait nous éclairer sur l'ensemble des conséquences de ces mesures que nous comprenons dans le contexte actuel. Mais il faut bien dire, et il faudra faire attention, et nous y veillerons tout à l'heure par un amendement, à ce que ce type de dispositions, qui sont profondément attentatoires aux droits et aux libertés, ne puissent pas perdurer au-delà d'un temps raisonnable. Madame Goulet a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'amendement qui nous est proposé avec un avis favorable de la Commission est extrêmement intéressant. Mais cet après-midi, j'ai posé une question d'actualité au ministre, précisément sur ce type de sujet. Madame la Ministre, il faudra que l'ordonnance soit prise dans des délais extrêmement courts, parce que vous avez des failles de procédure qui vont entraîner la libération ou les nullités de procédure. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu un amendement un peu plus tard, qui doit être le numéro 6, s'il est pas retoqué immédiatement, parce que précisément pour les extractions et un certain nombre d'autres mesures liées à la procédure pénale, l'ordonnance ne souffre absolument aucun délai. Donc évidemment, cet amendement est un amendement que je vais voter, mais j'attire votre attention sur les délais dans lesquels doivent être prises des ordonnances relatives à la procédure pénale notamment. Alors, mes chers collègues, je vous informe que le chronomètre est tombé en panne, donc je vais vous chronométrer à l'aide de mon téléphone, puisque nous n'avons plus rien. Madame de La Gontrie, vous avez la parole. Je crois que c'est un amendement très important et pour tout dire, très préoccupant.
parce que il était prévu déjà une possibilité donc d'aménager les délais d'audiencement. Les délais d'audiencement, c'est ce qui fait qu'une fois qu'une instruction est terminée, il faut prévoir la date à laquelle cette affaire va devenir devant une juridiction de jugement. La personne est en détention ou pas, mais on voit bien que là, il s'agit d'une affaire de calendrier. Sauf que dans le deuxième cas, des délais en cours d'instruction, on est dans une autre circonstance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui est en détention et dans lequel la formulation de l'ordonnance telle qu'elle est présentée là laisse à penser qu'il serait possible de revenir sur les règles qui encadrent la durée de détention. Quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, personne ne parle de la propagation de l'épidémie en prison. Et pourtant, on devrait. Les personnes sont à 4 par des cellules de 9 mètres carrés. Elles sont désormais interdites de promenade. Elles n'ont pas de masque. Et donc nous allons avoir dans quelques semaines, ou peut-être dans quelques jours, une explosion de l'épidémie dans les prisons. Et là-dessus, je pense qu'il faut que nous ouvrions les yeux, de manière générale d'ailleurs, sur la question des prisons. Donc, cet amendement-là, qui prévoit que nous puissions finalement mettre en place des règles qui seraient dérogatoires sur la durée des actes au cours de l'instruction, pose le problème très grave de la possibilité de prolonger la durée de la détention, qui n'est pas, contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs, un moyen d'éviter la réitération de l'infraction. On parle ici, ni plus ni moins, de gens qui ne sont donc pas condamnés. Donc, je pense qu'il était sage d'indiquer audiencement, mais pour ma part, je serais défavorable à ce que soient ajoutés les délais au cours de l'instruction. Pas d'autres demandes d'explication de vote, donc je mets aux voix l'amendement avec un avis favorable de la commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 76, Madame la Ministre. Le 76, Monsieur le Président, poursuit finalement le débat, puisqu'il s'agit d'habiliter, de faire une habilitation concernant la possibilité d'allonger les délais de détention provisoire dans les circonstances actuelles. Monsieur le Président Bas. Favorable. Favorable. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 85 du gouvernement, Madame la Ministre. Cet amendement, Monsieur le Président, étend le champ d'application personnel et matériel des mesures relatives aux délibérations des organes dirigeants et des assemblées, ainsi que des mesures relatives à la comptabilité. Pour prendre un exemple, il y a beaucoup d'assemblées générales, de conseils d'administration qui doivent se réunir physiquement. C'est décrit comme ça dans leur statut. Il faut les autoriser à pouvoir se réunir virtuellement. Il y a toute une série d'exemples comme ça, ça va permettre de continuer la vie de gouvernance sans être empêché par les textes actuels. Monsieur le Président Bas. Favorable. Et voilà pour ce débat au Sénat sur les mesures d'urgence économique pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Parmi les principales mesures, le recours renforcé au chômage partiel, le soutien de l'État à la trésorerie des entreprises et puis un aménagement des droits des salariés. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Pour rester informé sur la crise sanitaire, n'hésitez pas à lire les articles de notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat et n'oubliez pas, prenez soin de vous et restez chez vous.